Ok, alors, donc là aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est toute la réunion a été faite sur l'expérience client, et donc je vous ai créé une micro-formation qui permet de faire comprendre ce que c'est que l'UX, la user experience. L'expérience client est fondamentale. Pourquoi? Parce que aucune de vos entreprises n'est unique. Même toi, ton application, elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'un étudiant, il peut trouver d'autres solutions pour faire son stage à l'étranger, etc., etc. Et dans l'immobilier, c'est encore pire. Hein, il y a 130, 140 agents, commerciaux immobiliers, rien que sur un rayon de 30 km autour de Périgueux. Enfin, c'est de la folie. Donc, en fait, toute entreprise, elle va être comparée sur sa qualité de prestation, sur ses produits ou ses prestations avec ses services. Et donc, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que le Web.2 et toute la politique des années 2000-2020 qui consistait à pousser l'offre vers les clients avec du référencement naturel, avec des offres qui sont je cherche de l'immobilier sur Périgueux, je me référence, j'arrive sur la première page, tout ça c'est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce que les clients vont reprendre le pouvoir et on a de plus en plus de mal à obtenir des adresses mail, on a de plus en plus de mal d'obtenir de la data sur les prospects, le RGPD est arrivé, avec la mise en place de l'application, en plus c'est un truc de dingue, on a découvert un décret de loi qui va encore au-dessus, etc. Tu sais, le cryptage des données, 8 pages de trucs avec des questions, je comprends même pas l'intitulé. Bref, l'information, la data est remise entre les mains des consommateurs. Et donc, aujourd'hui, on rentre dans l'ère d'un client unique avec le pouvoir de décision qui revient vraiment au client. Et donc, obligation de mettre en place des systèmes. Vous devez retenir cette statistique, donc c'est le cabinet conseil Temkin qui explique que 86% des consommateurs rachètent lorsqu'ils ont déjà acheté parce qu'ils ont eu une bonne expérience client, alors que seulement 13% des consommateurs rachètent quand ils ont eu une mauvaise expérience client. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, peut-être que... Par exemple, moi, Renault, je rachèterai plus jamais. Mauvaise expérience client. Mais vous devez reconnaître que, en fait, le meilleur outil de fidélisation d'un client, c'est l'expérience qu'il va vivre avec vous avant, pendant et après son achat. C'est quoi une expérience client concrètement? En fait, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Le parcours client, c'est un truc des années 80, marketing, etc. Et aujourd'hui, on fait le customer journey, etc. C'est un parcours client. Entre le moment où il découvre qu'il a besoin d'une solution et qu'il devient ambassadeur, c'est-à-dire qu'il a acheté, qu'il a apprécié, qu'il recommande, ça s'appelle un parcours client. Et à chacune des étapes du parcours client, on va découvrir ce qu'on appelle des points de contact. Et ces points de contact sont vécus avec une émotion plus ou moins forte par le client. Ça peut être une expérience waouh, ça peut être une expérience déceptive, et c'est quelque chose qu'il faut absolument identifier. Donc tous les points de contact que vous avez sur votre parcours client doivent être identifiés comme une expérience et être optimisés. En détail, il existe plusieurs points que vous devez, sur lesquels vous devez porter une attention très particulière. La première, c'est le NPS, le Net Promoter Score. C'est quoi ça? C'est lorsque un client a acheté, il reçoit un sondage. D'une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous notre site internet? D'une échelle de 1 à 10, comment accueillerez-vous comment noteriez-vous l'accueil en magasin? Sur une échelle de 1 à 10, etc., etc. Et donc, en fait, les questions posent une échelle d'évaluation de chacun des points de contact sur le parcours client. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est de comprendre à quel moment vous êtes bien noté, super, donc on ne travaille pas dessus, ou en tout cas on a une vigilance particulière, et où est-ce que je suis mal noté, et comment je fais pour optimiser ça. Ça, c'est le Net Promoter Score, et c'est un indice d'impact extrêmement important, donc ça peut être du sondage, des éléments de mesure. La deuxième chose que vous devez connaître, ou plutôt sur laquelle vous devez porter une attention particulière, c'est il manque toujours le T, le Customer Lifestyle Value. Pardon pour mon anglais. Donc, en fait, c'est la durée de vie de vos clients. Tu en parlais tout à l'heure. La durée de vie d'un client, c'est quoi? C'est une fois qu'il a acheté, est-ce qu'il revient? Une fois qu'il a acheté, est-ce qu'il va me recommander? Parce que un client dans de l'immobilier qui achète une maison,
À moins d'être ce monsieur qu'on a vu en photo là, qui rachète de l'immobilier parce que c'est son métier. La plupart des gens, ils achètent, ils empruntent sur. Bon, ils détiennent un bien en moyenne entre 8 et 10 ans. Je sais pas si la stat a changé, mais c'est le temps de détention. Comment? Ça baisse de plus en plus? On est à 6-7 aujourd'hui? Ah, super. Donc c'est bon. Donc il faut encore plus les garder dans la fidélisation. Le fait de dire aujourd'hui, j'achète une maison pour la vie, pour élever les enfants, etc. Ça arrive plus. C'est un fantasme. 3 clients sur 4 faciles qui disent bon, de toute façon, je sais que j'ai laissé longtemps. Envoie la fois, tu me dis ouais, je vais la garder toute la semaine. Et j'étais limite à se dire quand j'ai 6-7 ans, j'étais limite à te la dire. Ah ouais, carrément. La moyenne, c'est que c'est ça. Ouais, c'est fluctuant, oui, et puis le. Bien sûr. Donc le. Et avec le principe de garder bien, ça sert à l'appartement, et ben c'est autre chose chez soi. Et c'est exactement ça. Moi, les sélections des gens, souvent je dis, c'est faire je prends plus sur le temps, alors acheter du son de les meilleurs côtés, je pas de pause. En tout cas, effectivement, la durée de vie de possession d'un bien, alors toi en tant qu'opticien, c'est 2 ans par exemple. Normalement, en théorie, on peut renouveler ses lunettes tous les 2 ans, en théorie. Et on est à 36 mois dans les faits. Et donc l'indice de Customer Lifetime Value, c'est de se dire, OK, si ça se renouvelle tous les 3 ans, si ça se renouvelle tous les 6 mois, si ça se renouvelle tous les 7 ans, par exemple, ou 4 ans ou 5 ans pour l'immobilier, ben, qu'est-ce que je fais pendant cette période de temps pour que le client ne m'oublie pas et qu'il sache qu'il puisse être satisfait de ce qu'il a acquis. Donc toi, tu as mis l'abonnement en place, et donc toi, tu sais que bah, quand tu vas lui envoyer un rapport, tous les mois, il va penser à toi et il va avoir un œil dessus. Mais en fait, c'est comment je fais en sorte de continuer à avoir de l'information et de la data sur mon client, tout en lui faisant voir que je m'intéresse vraiment et sincèrement à son activité. Vous avez un autre élément qui est le Google Business Profile, Google My Business, qui est devenu le Google Business Profile. En fait, ce sont les avis clients. 92% des clients consultent le Google Business Profile avant d'aller acheter, surtout en local. Et donc, j'ai souvent cette discussion avec des chefs d'entreprise, c'est ouais, mais quand un client est de mauvaise foi et qu'il m'a cassé les bonbons, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie paître, etc. Surtout, il faut répondre hors émotion. L'émotion, merci, des bisous, ça me fait super plaisir ce que tu dis, ou l'émotion, va te faire foutre, arrête de m'emmerder parce que tu as été de super mauvaise foi et tout. Ça, faut surtout pas le faire. En fait, pourquoi? C'est pas pour ce client-là. C'est la façon dont vous répondez qui va permettre aux gens de vous évaluer. Les gens, quand ils vont sur Google, et rappelez-vous ce que vous faites vous, les gens, quand ils vont sur Google, ils vont voir les avis, ok, 4,8, 4,9, ça, c'est ce qu'on appelle le vanity métrique. C'est-à-dire que je suis super content, j'ai des avis Google. Mais ce que font les gens, c'est pas ça qu'ils regardent. Ils regardent le nombre d'étoiles et la virgule et comment vous avez réagi aux avis négatifs. Et comme vous avez réagi aux avis négatifs hors émotion, mais avec du contexte et avec une réponse adaptée, la personne se dit, ok, c'est lui qui est de mauvaise foi, je fais confiance à cette entreprise étant donné. Comment? Tout ce qui est c'est pas en tout cas je te recommande d'essayer et d'arrêter très rapidement. Il faut pas voir les mecs que je veux pour ça. Alors ensuite, la quatrième métrique, c'est le SAV ou le service après-vente, mais c'est pas forcément du SAV, hein. Ça peut être vous avez vendu un bien immobilier 3 mois après. Allô, bonjour, c'est l'agence Pop, je viens voir. Je voudrais faire une petite visite pour savoir si vous êtes satisfait, si ça correspond bien, etc. En fait, c'est juste une visite de courtoisie qui permet aux clients de se dire non, mais franchement, dans cette agence, ils sont fous, quoi. Ils viennent me voir, ça leur rapporte rien, ils prennent soin de moi. Mais en fait, l'idée, c'est Century 21 qui parlait des 100 premiers. En fait, c'est quand on est agent immobilier, on doit avoir les 100 premières personnes qui pensent à toi de façon positive quand on leur parle immobilier. Et en fait, un des moyens de pouvoir mener ça, c'est de faire rentrer ses clients dans ce système des 100 premiers. Et c'est pareil pour l'optique, c'est pareil pour... 100 clients à l'immobilier.
Ah non, 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 c'est pas 100 clients dans l'immobilier, c'est 100 personnes dans ton réseau. Et toute personne a 300 personnes dans son réseau quand on réfléchit bien. Et l'idée, c'est vraiment de faire monter ça. Ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite si tu réussis à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, en fait. Acheteur et vendeur minimum. Et tu te reposes pas uniquement sur tes clients, tu te reposes sur l'ensemble de ton réseau. Ça peut être des courtiers, ça peut être cuisinistes, etc., etc. En fait, l'idée dans le SAV, c'est le nurturing, c'est-à-dire que c'est la nurserie que tu mènes avec tes clients, c'est d'éviter que tes clients aient ce qu'on appelle une évaporation naturelle, parce que justement, tu les as laissés filer. Il n'a pas entendu parler de toi, il a eu une super expérience, et puis du jour au lendemain, une fois que tu as acheté, tu t'es barré comme un voleur de sac à main. Ben, résultat, le client, il pense plus à toi. C'est pas qu'il t'en veut, c'est pas autre chose que, ben, le jour où j'ai une solution, ouais, un jour j'ai acheté ça, mais oh, c'était quel magasin, etc. Alors que s'il a régulièrement de tes nouvelles, il se dit, ok, le jour où j'ai besoin de nouveau de cette solution-là, je fais appel à cette entreprise. En détail aussi, il faut bien comprendre que l'idée de la fidélisation client a un impact sur deux choses, le chiffre d'affaires et la marge. Et ce qui coûte le plus cher dans l'acquisition client, ce qu'on appelle l'inbound marketing, le marketing de notoriété. Si vous avez déjà essayé de faire une campagne AdWords ou une campagne Facebook, ça coûte un bras, quoi. En dessous de 300 balles, de toute façon, c'est pisser dans un violon, ça marche pas. Et ensuite, c'est 300 balles par mois. Hein, et ensuite, c'est entre 300 et 1000 balles pour que ça finisse par avoir un impact, à moins d'avoir déjà un système avec beaucoup de suiveurs dessus. Et donc, l'inbound marketing, c'est quelque chose de très complexe et de très coûteux, à moins que vous ayez quelque chose de très ciblé et donc de comprendre la problématique dure de ton client. Donc, c'est pour ça qu'hier, on a mis en place une newsletter, enfin pas une newsletter d'ailleurs, un mail de prospection sur lequel, pour témoigner un peu, hein, donc avec Eric, il m'envoie un mail, il me dit je voudrais prospecter auprès des cavistes et industriels et j'ai conçu ça. Et Eric me propose un mail qui est très généraliste et qui vend son entreprise. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et je suis arrivé hier et j'y suis allé à grands coups de low kick. Et en fait, on a créé un mail tenant compte de la problématique, non pas des cavistes et industriels, mais des cavistes et des domaines viticoles, en leur utilisant un vocabulaire. Bien sûr, mais en tout cas, il y avait le mot alcool, il y avait le mot bouteille, il y avait le mot transport, et on s'est adressé qu'à une problématique très particulière qui est la casse. Quand un domaine viticole ou une cave envoie du colis, bah ça pète. Et donc tout et le mail était l'intitulé du titre pour que le mail s'ouvre, c'était à propos de votre casse, de la casse de vos envois, je sais plus comme ça. Et ensuite une méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action. Et dans cette méthode AIDA, c'est 100% des cavistes et domaines viticoles connaissent cette problématique de casse. Ça diminue l'impact de votre qualité de service auprès de vos clients, etc. Appelez-nous, on a des solutions de transport. Comment? Non, l'emballage, et le process d'emballage est quand même pour le client pas. L'idée, c'était surtout d'envoyer le problème dur. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus dans de l'inbound, on est dans de l'outbound marketing, c'est-à-dire le marketing de ciblage. Et on a chassé tous les industriels parce que le mec qui envoie des boulons, il en a rien à foutre que son colis il pète. Il faut que les boulons soient là. Non, là, ça va être plutôt notre problématique pour les industriels, c'est le délai. Exactement. Voilà, j'ai le cas encore là à l'instant T, le colis qu'on a fait. Et donc, le mail que tu enverras sera sur le délai à destination des industriels et comment toi, tu as la solution pour résoudre ce problème. Par contre, l'idée, en fait, c'est surtout pour revenir à la micro-formation, c'est parce que Pauline a dit qu'il fallait donc il reste un quart d'heure. Le marketing de notoriété doit envoyer un message très clair quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est « je connais ton problème, je sais ce que tu vis, je connais les conséquences de ton problème et donc, j'ai la solution ». De façon à pouvoir attirer comme un aimant immédiatement, donc c'est ce qu'on appelle faire une offre irrésistible. On vend des médicaments, on vend pas des vitamines. C'est beaucoup plus facile de vendre des médicaments que des vitamines. Et donc l'idée, c'est ça, c'est résoudre un problème dur. Alors, première des astuces, il y a 3 techniques pour optimiser l'expérience client. La première, c'est le processus d'achat. Quand vous sortez votre carte bleue, quand vous sortez un billet de la poche, c'est toujours douloureux. Pensez à De Funès.
Voilà, le mec il veut pas lâcher son billet, etc. Pensez à ça, c'est tous les clients vivent ça. Vous vivez ça. Quand il s'agit d'acheter un chewing-gum, ok. Quand il s'agit d'acheter un montant énorme, c'est Michel Audiard qui disait quand on parle pognon, à partir d'un certain montant, tout le monde écoute. Et ben, c'est exactement ça. Et quand on doit faire une expérience d'achat, c'est toujours vécu comme une douleur, à plusieurs niveaux, mais c'est toujours vécu comme une douleur. Et donc, c'est cette expérience d'achat, comment je fais pour la lisser, pour l'optimiser. Dans l'immobilier, par exemple, ça peut être comment je vais m'associer avec un courtier pour que ce courtier m'aide à lisser l'expérience d'achat et rendre l'expérience d'achat plus simple. Donc, des solutions de paiement. Ou alors, si vous prenez Amazon, en dessous d'un certain montant, c'est complètement lissé. On te demande pas de certifier ton achat, etc. En dessous d'un certain montant, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est de lisser les frictions au moment de l'achat. La deuxième chose, c'est de porter une attention très, très particulière sur les réclamations clients. C'est-à-dire justement sur les avis Google négatifs, mais aussi sur les mails entrants que vous avez ou les appels entrants sur j'ai eu ça comme problème. L'idée, c'est de se poser la question, non pas de dire mon client est un con, il n'a pas compris mon offre et donc c'est lui qui est débile, c'est de dire comment ça se passe quand ça se passe mal. Et qu'est-ce que je peux apporter comme réponse pour simplifier ça et transformer quelqu'un de mécontent en un partenaire. En fait, c'est entre le client content et l'ambassadeur, et le client mécontent et l'ambassadeur, il y a juste une étape à franchir, c'est de faire passer le mécontent à content et ensuite à ambassadeur. Tout ça s'articule dans le parcours client et s'anticipe de façon à dire, OK, dans 80% des cas, quand ils sont mécontents, c'est ça qui va pas. Comment je fais pour lisser ça? Je vous envoie tout le document. Ensuite, la troisième astuce pour rendre une expérience client waouh, c'est l'autonomie, c'est-à-dire rendre votre client intelligent, c'est comme ça que je le dis, et c'est d'identifier l'ensemble des frictions sur le parcours client, et qu'à chaque fois qu'il y a une friction, on simplifie. Tu te souviens quand on a discuté de ton offre Internet, je veux vendre un site Internet est devenu je vends un abonnement et une solution web pour que ton client il devienne visible sur le web et que le site Internet ne soit plus le rocher en face de soi, complexe, et avec... non, toi, tu as dit, non, mais ça, le rocher, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le SEO, c'est ta présence, etc. Et moi, je te fais une offre dans laquelle tu payes plus 1600, 2000 balles un ticket, ce qu'on appelle le high ticket, mais tu payes un petit abonnement de 80 balles par mois pendant 2 ans. Tous les 2 ans, je te refais ton site. Le mec, tranquille, quoi. Et tu as simplifié le process d'achat. On appelle le tarif no-brain. Après, il y a des tarifs qui sont plus importants et des tarifs où tu es concurrencé, etc. Comment toi, tu anticipes ça pour te différencier des autres et rendre ce process d'achat super simple. Donc, les 6 piliers de l'expérience client, c'est quand même la promesse de la micro-formation. Le premier des piliers, c'est l'ultra-personnalisation qui va permettre de faire comprendre au client que vous avez compris sa problématique et que vous avez la bonne solution. Et ça, c'est si vous comprenez pas les douleurs de vos clients, vous pouvez pas répondre à leurs problèmes en anticipant. C'est-à-dire que, je sais pas en numérologie par exemple, quelle est la problématique dure? C'est peut-être l'anticipation, peut-être la peur, peut-être la volonté d'arrêter des souffrances. En fait, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir vraiment le côté personnel, je veux me connaître, j'ai des soucis, comment je peux les régler, et la temporalité, notamment tout ce qui est entrepreneur. À quel moment je fais, comment je fais. Et donc, ce sont deux populations distinctes. Complètement. Eh bien, justement, quand tu t'adresses à un entrepreneur, c'est pas la peine de lui dire mieux me comprendre. Par contre, c'est mieux de lui dire difficile d'anticiper, j'ai une solution. Et un entrepreneur qui n'arrive pas à être rigoureux ou qui n'arrive pas à communiquer, ça on peut le trouver en numérologie. Et du coup, il y a des. Exactement. Et donc l'idée, c'est l'ultra personnalisation parce que tu connais la problématique de ta cible, bah, tu lui apportes les solutions qui sont j'ai mon médicament à moi qui correspond à ta douleur. La deuxième chose, ce sont les temps et les efforts, c'est-à-dire combien de temps me prend ce contact client, cet impact que j'ai sur mon parcours client, quel est le temps qu'il faut entre le moment où il découvre ma solution et celui où il achète, et quels sont les efforts que mon client va déployer. C'est jamais moi, hein, mon entreprise. Si je dois développer un outil plus complexe pour moi, plus cher, mais qui simplifie l'expérience client, bah en fait, ce coût va être minimisé par le nombre de clients que ça va finir par m'apporter.
Ce que j'ai fait par exemple avec l'application Kenzo, c'est je passe d'un magazine numérique à une application smartphone, la tech augmente, la complexité avec Google et Apple augmente, on a envie de devenir bredin, mais Encore, on n'a pas utilisé le blockchain. l'UX, l'expérience client, est 100 fois plus simplifiée. Et en plus, moi, ça me permet de trouver de nouveaux clients et de nouvelles ressources. La troisième chose, ce sont les attentes clients. Les attentes clients, c'est la valorisation de vos services. Je vous le rappelle, hein, il y a le service de base, service différenciant, service exceptionnel. Et le service, c'est ce qui n'est pas vendu. C'est ce qui accompagne la solution que vous avez vendue. Et donc, le service doit être mis en valeur par rapport aux attentes des clients. Si dans l'immobilier, 80% des clients attendent un rapport et attendent un retour sur la visite qui a eu lieu, 99% des agents immobiliers le disent en amont pour prendre le mandat et 20% le font. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis, tu tiens tes promesses, et là, le client est ultra satisfait parce que tu es cohérente en plus dans ton truc. Justement, la quatrième chose, c'est l'intégrité. Donc, vous devez être constant dans la valorisation de vos services. Si vous êtes un roller coaster, vous savez, un coup je fais ça, un coup je le fais pas, un coup je fais ça, un coup je le fais pas, comment vous voulez que vos clients ils puissent vous identifier comme quelqu'un de constant, de cohérent et qui tient ses promesses? Ça, c'est pas possible. Donc, si tu fais livraison gratuite, il faut que tu t'engages à faire livraison gratuite dans le temps, parce que peut-être que celui qui en bénéficie aujourd'hui le recommandera dans 2 ans, pas avant. Et donc, c'est pas de se dire j'essaye 6 mois et puis j'arrête parce que c'est de la merde. Non, 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 je continue et les clients finissent par adopter ça. En plus, ce sont des éléments différenciants par rapport à la concurrence. La résolution, c'est d'anticiper les problèmes grâce au parcours client et de se dire ok, je sais qu'il va y avoir un problème ici. Et donc, à ce moment-là, je vais prévenir mon client parce que je peux pas faire autrement, ou alors je vais trouver une solution pour ça. Par exemple, dans l'immobilier, toujours, le client, à un moment donné, il va devoir faire un choix entre son budget, la taille du bien qu'il va acheter et la géolocalisation. Le mec qui veut arriver avec 100 000 euros sur un hôtel particulier, place Tourny, avec 5 chambres, va falloir faire un choix. Soit il augmente son budget, soit il diminue la taille, il passe d'un hôtel particulier à un appartement, soit il s'éloigne de la géolocalisation qu'il veut. Et il va vivre en campagne à 50 bornes. Et le fait de ne pas dire ça à son client, de ne pas le rendre intelligent en amont, c'est de ne pas dire, vous savez, à un moment donné, on va se fâcher parce que, étant donné le budget que vous m'annoncez, la réalité du marché, ça va se passer comme ça. Et si tu préviens pas ton client, il risque de t'en vouloir. Donc, si tu le sais, que tu lui dis, là, il va y avoir un accrochage, là, il va y avoir une difficulté, tu deviens non plus un commercial, mais un conseiller. Et enfin, l'empathie. L'idée, c'est de construire, et vous l'avez tous signalé, c'est de construire une relation intimiste avec chacun de vos clients, qu'il ait l'impression et la réalité vécue d'avoir, quand tu dis chaque client qui rentre dans ma boutique, parce que moi je suis pas une marque, c'est ton seul client, c'est unique, mais tu connais son prénom ou son nom, et donc en fait c'est personnaliser la relation, et c'est l'aventure de demain, c'est ça, hein, c'est l'ultra personnalisation. Enfin, donc, en conclusion, votre parcours client, c'est votre feuille de route comme un GPS. Et ce GPS, le parcours client va vous dire, tiens, sur cette route-là, il y a un bouchon. Généralement, le bouchon, c'est l'entrée à Bordeaux ou l'entrée sur Paris. C'est le moment de payer. Bizarrement, à ce moment-là, il y a des frictions. Donc, comment je fais pour lisser ça? Bref, vous avez un GPS qui vous permet de dire, là, il y a des travaux. Là, ça va être fluide. Là, va falloir payer le péage, etc. Et ensuite, des outils qui sont ce qu'on appelle prédictibles. C'est-à-dire que votre parcours client identifie des points de contact et chacun de ces points de contact doit être identifié et doit être optimisé sur le plan marketing, produit, prix, distribution, communication, relations. Comment on fait pour lisser ce genre de points de contact? Dernière chose, il y a 2 avantages. Un avantage sur l'explosion de votre chiffre d'affaires, parce que plus vous allez avoir une expérience client unique et valorisante, plus vous allez fidéliser. Et ça, c'est super important parce que vous allez avoir une fidélisation, un retour d'achat. Et le deuxième, c'est vous allez avoir de la recommandation qui va vous permettre d'exploser votre chiffre d'affaires. Enfin, vous avez un autre avantage qui est lié à votre marge. Retenez encore cette information, je n'arrête pas de le dire, c'est prospecter coûte 5 fois plus cher que de fidéliser. Donc, mieux vaut fidéliser ses clients et objectiver sa ressource sur la fidélisation. Donc, c'est pour ça que le mec qui te dit, ouais, faut faire payer la fidélisation, c'est débile, quoi. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est pas de faire payer la fidélisation. Ce qui compte, c'est de se dire, j'investis dans la fidélisation sans faire payer. C'est un service. Par contre, ça m'économise
de la recherche de nouveaux prospects. Et c'est ça l'idée, en fait, c'est de stabiliser son business grâce à ça. C'est pour ça qu'il y a des business de l'abonnement, etc. Avez-vous des questions ?